Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Effectivement, je vais vous parler en particulier de l'étude des surfaces et subsurfaces ou sursurfaces du système solaire par radar. Et je vais vous montrer que ces instruments sont devenus au fur et à mesure des instruments incontournables pour les missions spatiales, notamment d'exploration du système solaire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, comme on m'a demandé de vous parler un petit peu de mon parcours. Donc, déjà ma formation, j'ai fait un bac scientifique, probablement comme vous ici. Ensuite, classe préparatoire et il y a 20 ans maintenant, je suis entrée en école d'ingénieur, en l'occurrence à l'école supérieure d'électricité, qui en fait n'existe plus vraiment puisqu'elle a fusionné avec Centrale. Donc, vous connaissez peut-être aujourd'hui l'école Centrale Supélec, mais à l'époque c'était deux écoles séparées. Pour être tout à fait honnête, je me suis vraiment ennuyée. J'espère que ce n'est pas votre cas dans votre école d'ingénieur. Moi, à part quelques cours de langue et surtout les stages que j'ai faits pendant cette école d'ingénieur, je me suis, j'ai pas forcément apprécié cette période, mais à l'époque, j'étais déjà intéressée par l'astrophysique, la planétologie en particulier, et je me suis arrangée pour faire tous mes stages dans ce domaine. Donc au CNES, l'Agence spatiale française à Toulouse, et aussi en dernière année à l'Observatoire de Meudon, donc l'Observatoire de Paris-Meudon à Meudon. Et c'est lors de ce dernier stage de fin d'études que j'ai découvert l'existence, à l'époque on appelait ça DEA, aujourd'hui on appelle ça un Master 2, d'astrophysique et d'astronomie et méthodes associées. J'ai postulé tout en postulant quand même à des postes d'ingénieur. J'ai été recrutée à France Télécom, pour tout vous dire, et j'y suis restée un jour. Et je suis partie faire le Master 2 d'astronomie et d'astrophysique. Ils m'en ont un petit peu voulu, mais voilà. Je le regrette pas. Honnêtement, je le regrette pas. Au début, je suis allée vers ce master en me disant, voilà, je me donne une année de plus pour ma culture générale, pour apprendre des trucs sur l'univers, sur les planètes. Et puis ensuite, je cherche un boulot d'ingénieur classique. Et finalement, j'ai beaucoup apprécié mon stage de master et je l'ai en fait poursuivi en thèse, donc de 2004 à 2007. Donc une thèse qui portait déjà sur un radar, un type bien particulier de radar, un radar à pénétration sol qui avait été conçu, donc c'était un prototype conçu pour l'exploration du sous-sol profond de Mars. À l'époque, ce radar devait être embarqué dans une mission qui s'appelait la mission Netlander et qui depuis a été annulée. Vous allez voir que j'ai eu pas mal de désarroi avec Mars. Pour l'instant, je n'ai jamais vraiment travaillé sur Mars alors que ça fait depuis le début de mes recherches que je prépare des instruments pour aller vers cette planète. J'ai beaucoup aimé mon stage et ensuite cette thèse parce qu'il y avait un aspect très théorique, modélisation des opérations d'un radar, électromagnétisme, et aussi un aspect très expérimental. J'ai eu l'occasion pendant cette thèse de faire plusieurs campagnes de mesure, notamment à la dune du Pilat, j'y suis allée plusieurs fois. Donc à la dune du Pilat, on mettait le radar tout en haut de la dune. Vous savez peut-être que c'est la dune la plus haute d'Europe, hein, elle fait 100 mètres de haut. Et on essayait avec le radar de détecter l'eau à la base de la dune. Et puis en 2005, j'ai même eu la chance de faire ma campagne d'Égypte, donc dans le désert blanc égyptien. Après cette thèse qui était super, mais un petit peu frustrante parce que je travaillais sur un instrument qui finalement n'allait pas voler et a toujours pas volé aujourd'hui, je suis partie en postdoctorat à la NASA, dans en fait, le deuxième plus grand centre de la NASA qui s'appelle le Jet Propulsion Laboratory, qui est en Californie, à Pasadena. C'est vraiment un endroit assez superbe. On est au pied des montagnes, on n'est pas tout près du tout de la mer. Et c'est vraiment une ville dédiée entre autres à la planétologie. Il y a quand même 6000 personnes qui travaillent sur ce site. Et il y a vraiment tous les experts de planétologie et de radar en particulier. Et je suis arrivée au JPL pendant 3 ans, un peu plus de 3 ans, pour travailler dans le cadre d'une mission qui, cette fois, vraiment était partie, elle était en cours, la mission Cassini-Huygens, qui est une mission qui, donc à la fois NASA-ESA, donc américaine et européenne, qui pendant 13 ans, plus de 13 ans même, de 2004 à 2017, a exploré le système de Saturne. Et dans le cadre, sur la sonde Cassini que vous voyez ici, il y avait un radar, en fait, qui utilisait l'antenne aussi de communication de la sonde, le radar de Cassini, qui avait été conçu pour observer et imager, cartographier la surface de Titan,
qui est le plus gros satellite de Saturne. Je vais vous en reparler évidemment un peu plus tard. Donc là, ça a été une expérience fabuleuse parce que je travaillais enfin sur des données spatiales d'une mission qui avait commencé 4 ans avant. Je suis arrivée en 2008, qui était arrivée dans le système de Saturne 4 ans avant, parce qu'elle avait été lancée en 1997. Toutes les missions spatiales, surtout quand elles visent le système solaire extérieur, s'étalent sur plusieurs décennies. Donc on n'est pas forcément, parfois on est très en amont, parfois on arrive pile au bon moment. Et donc, j'arrivais pour le coup pile au bon moment et il y avait énormément de données de qualité à analyser. Donc, je suis restée un peu plus de 3 ans puisque j'ai eu mon fils qui est né là-bas. J'en parle pour dire que s'il y a des gens notamment des femmes qui veulent faire de la recherche, c'est possible quand même d'avoir aussi un enfant pendant cette période qui est une période un peu de précarité, c'est vrai. Après, je déconseille les États-Unis parce qu'il n'y a pas de congé maternité, il n'y a rien, vraiment. Suite à ce postdoctorat, j'ai été recrutée en tant que maître de conf, donc au LATMOS et à l'université de Versailles-Saint-Quentin. J'ai été recrutée sur ce qu'on appelait à l'époque une chaire d'excellence CNES, c'est-à-dire que le CNES a donné de l'argent à l'université pour me décharger d'une partie de mes enseignements. C'était vraiment un cas idéal puisque ça me permettait de ne pas être débordée par mes enseignements directement. Pendant 5 ans, j'avais toujours le temps de faire de la recherche, beaucoup de recherche. J'étais déchargée de 2/3 de mes enseignements. En 2018, j'ai passé l'habilitation à diriger les recherches, qui est en fait le diplôme le plus haut qu'on peut avoir en France et qui donne le droit d'officiellement encadrer des doctorants. Et je suis entrée à l'Institut universitaire de France, qui est un institut qui est hébergé par le Collège de France, qui a été créé par Mitterrand il y a quelques années, pour justement aider les enseignants-chercheurs à pouvoir faire de la recherche. Donc là aussi, j'ai bénéficié pendant 5 ans d'une décharge significative d'enseignement qui m'a permis de faire plein de choses. Et aujourd'hui, je suis revenue à un service normal. Et c'est pas forcément toujours évident parce qu'entre-temps, j'ai un peu diversifié toutes mes cibles d'études. Je me suis peut-être même un petit peu dispersée, mais c'est comme ça. Donc aujourd'hui, je travaille toujours sur les données de la mission Cassini. Elle est finie depuis 2017, mais il y a 13 ans de données. Donc franchement, je pourrais faire toute ma carrière sur ces données. Si je m'écoutais, je ferais ça. Ces données, je les complète quand même depuis 2017 par des observations depuis la Terre, des observations depuis des radiotélescopes terrestres, parce que il n'y aura pas de prochaine mission vers le système de Saturne avant longtemps. En fait, avant la mission Dragonfly, dont je travaille aussi à la préparation, qui est une mission qui ciblera spécifiquement donc Titan, encore une fois la plus grosse lune de Saturne, et qui enverra un drone sur Titan, vraiment un gros drone de 800 kg qui volera dans l'atmosphère de Titan, puisque Titan a une atmosphère, peut-être que vous la devinez ici. Mais je ne vais pas trop vous parler de Dragonfly, même si c'est une mission incroyable, parce qu'il n'y a pas de radar sur Dragonfly. Je travaille toujours sur Mars, cette fois en étant co-AI, c'est-à-dire en faisant partie de l'équipe scientifique d'un radar qui a été construit dans mon laboratoire pour la mission ExoMars. Malheureusement, une mission qui aurait dû partir... En fait, la première date de lancement, c'était 2009, pour vous dire. On est en 2024. Elle a été reportée X fois et la dernière fois, elle devait partir vraiment en 2022. Tout était prêt. Et comme c'était une mission européano-russe et qu'en 2022, vous vous souvenez peut-être que la Russie a envahi l'Ukraine, eh bien, toute collaboration entre l'Europe et la Russie a été coupée. Et donc, la mission est clouée au sol. Et notre radar, qui est vraiment notre bébé au laboratoire, est cloué au sol depuis cette période. Donc voilà, je vous disais que j'ai une histoire un petit peu douloureuse avec Mars jusqu'ici. Quand je suis rentrée de postdoc, j'ai pris la responsabilité d'un instrument, mais ce n'était pas un radar, pour le coup aussi sur la mission Rosetta, dont je vais vous parler un tout petit peu à la fin de cette présentation, qui visait, alors ça fait 10 ans maintenant, mais qui visait une comète, qui a été vraiment une mission européenne couronnée de succès et qui a notamment réussi à sonder l'intérieur de cette comète. Et puis, depuis peu, je travaille aussi à la préparation de la mission Envision, qui va partir vers Vénus d'ici quelques années, avec 2 radars à son bord. Et moi, je suis dans l'équipe scientifique d'un de ces radars. Et à une mission des Émirats arabes unis, donc c'est un nouveau un peu acteur dans le monde de l'exploration planétaire, qui devrait partir d'ici quelques années vers la Lune, et pour lequel mon laboratoire a proposé un instrument qui ressemble beaucoup à celui qu'on a aussi embarqué sur la mission ExoMars. Donc l'idée, c'est qu'on n'arrive pas à aller sur Mars. Bon,
on va proposer un instrument du même type pour aller vers la Lune. On aura peut-être plus de chance. Voilà pour mon parcours. On m'a demandé aussi de parler de ma journée type. Et franchement, il n'y a pas vraiment de journée type. Donc, vous savez peut-être, les enseignants-chercheurs, ils ont 3 missions. Bien sûr, l'enseignement. En l'occurrence, moi, j'enseigne du L1 au M2. J'ai aussi la responsabilité d'un master. Ça prend un peu de temps. Et d'autres unités pédagogiques. La recherche, ça veut dire produire des résultats scientifiques. De plus en plus, je guide mes étudiants ou mes postdoctorants dans la production de ces résultats scientifiques. J'ai aussi la responsabilité de projets, c'est-à-dire que je vais chercher leur financement, je vais présenter les résultats dans le cadre de conférences, je vais collaborer avec des collègues avec qui on a des expertises complémentaires, et je participe aussi à l'animation de la recherche, par exemple en organisant des conférences ou bien tout simplement en animant des sessions à des conférences. Et puis il y a quand même un troisième volet dont on parle pas souvent, mais en fait un volet qui, au fur et à mesure qu'on progresse, prend de plus en plus de place, c'est l'administration. Donc c'est-à-dire la participation à des comités d'experts. Ça peut être au niveau de l'Agence spatiale française, le CNES, ça peut être au niveau de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, ça peut être au niveau du CNRS, au niveau des universités, ça peut être siéger dans des jurys de thèse, des jurys de recrutement, c'est beaucoup de choses. Et ça peut être aussi prendre des responsabilités administratives, notamment en l'occurrence, je suis co-responsable de mon département en planétologie, et voilà. Et j'ai rajouté quand même un 4e volet parce que il me tient particulièrement à cœur, c'est la diffusion du savoir. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup, je le fais après en restant raisonnable, partager les résultats scientifiques, partager les aventures spatiales lors de conférences grand public ou lors de, je sais pas, d'interviews radio. Et plus récemment, j'ai avec 3 autres collègues, écrit et publié un livre qui s'appelle Les mondes de Saturne. Je vous incite à aller regarder, il est à la FNAC, qui décrit un petit peu tout ce qu'on a appris grâce à la mission Cassini-Huygens en particulier sur Saturne, ses satellites, ses anneaux, etc. C'est un livre qui a eu le prix Ciel et Espace l'année dernière. Et voilà, et c'était une super expérience de transmettre par ce biais qu'est l'écriture. Maintenant, je vais vous parler vraiment du sujet de la conférence aujourd'hui, donc l'observation du système solaire par radar. Tout ce que vous voyez ici, toutes ces images, sont des images obtenues par des instruments radar. Pas les mêmes types d'instruments radar. On va voir qu'il y a autant de types d'instruments radar que d'applications. Ici, ce que vous voyez, c'est la surface de Vénus qui tourne là, vue par un radar imageur. Là, bien sûr, j'y reviendrai, hein, là, c'est un lac de méthane sur Titan, aussi cartographié par un radar imageur. Là, ce sont des images sous différents angles d'un astéroïde. Ici et ici, ce sont des profils verticaux, ici sur la Lune, ici sur Mars, en l'occurrence là d'un cratère, ici de la calotte nord martienne, obtenu avec un autre type de radar qu'on appelle des radars sondeurs. Donc plein de types de radars dont je vais revenir pour vous parler des différentes applications des radars dans l'exploration du système solaire. Mais avant ça, déjà, qu'est-ce qu'un radar? Déjà, radar, vous le savez sans doute, hein, c'est un acronyme, c'est passé dans le langage courant, mais c'est un acronyme pour Radio Detection and Ranging. En français, ça veut dire détection ou télédétection et estimation de la distance par onde radio. Le principe de base, il est très très simple. On envoie des ondes électromagnétiques qui vont bien se réfléchir sur une cible. Ici, c'est une cible tout simplement ponctuelle. Et on va mesurer le temps d'aller-retour de cette onde pour en déduire, connaissant la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques dans le milieu, pour en déduire la distance de cette cible. C'est vraiment le même principe que celui qui sert à la géolocalisation des chauves-souris, sauf que les chauves-souris, elles envoient des ondes acoustiques, pas des ondes électromagnétiques. Donc les premiers radars, c'était vraiment étaient conçus pour mesurer des distances. Et pourquoi ces radars travaillent dans les domaines micro-ondes et radio? Donc là, j'ai vu que vous aviez eu des cours de télédétection là pas longtemps, donc vous savez très bien, vous connaissez bien ces domaines qui appartiennent donc qui correspondent à des longueurs d'onde assez grandes, même les plus grandes dans le spectre électromagnétique que vous avez déjà vu, donc micro-ondes et radio. Donc en gros, en termes de longueur d'onde, c'est de 1 mm à 300 mètres.
Donc, c'est une vaste gamme de longueurs d'onde ou de fréquences. Parfois, on parle en fréquence, parfois en longueur d'onde. Donc, évidemment, quand on observe une cible, une surface, en l'occurrence dans cette gamme de longueurs d'onde, eh ben, on va avoir des informations qui sont complémentaires de ce qu'on verrait dans l'infrarouge ou en optique, par exemple. Parfois, pour voir les atmosphères, c'est le seul moyen, en fait, c'est de regarder dans cette gamme de longueur d'onde, parce que, pour voir les atmosphères, pardon, pour voir les surfaces, parce que les atmosphères sont opaques dans l'optique, sont opaques dans l'infrarouge, mais avec les micro-ondes, avec les ondes radio, elles redeviennent transparentes et on peut voir la surface et on peut cartographier même cette surface. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'applications pour regarder la Terre déjà à travers les nuages, notamment dans les régions voilà, où il y a beaucoup de nuages, mais aussi pour voir la surface de Vénus et de Titan, qui sont deux objets du système solaire entourés d'une opaque atmosphère. Je vais vous en reparler. Okay. Les radars aussi, parce que ce sont des systèmes actifs, ils ont leur propre source de rayonnement, ils peuvent du coup opérer de jour comme de nuit. Et donc c'est super pratique. C'est pour ça que d'ailleurs on utilise beaucoup de radars pour regarder les régions polaires sur Terre qui parfois sont dans la nuit polaire et donc tout à fait invisibles pour un instrument optique en tout cas. Et enfin, plus on va à des longueurs d'onde grandes dans le spectre électromagnétique, donc notamment plus on va vers le domaine radio, plus on peut voir non seulement la surface, mais sous la surface en fait. Et le dernier type de radar dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle les radars sondeurs. Justement, n'émettent pas vraiment dans le micro-ondes, ils émettent dans le domaine radio pour voir à travers la surface le sous-sol et en fournir une carte ou une carte verticale. Donc rapidement, l'histoire des radars, c'est évidemment, elle commence avec la théorie de l'électromagnétisme de Maxwell. Vous avez peut-être eu des cours sur l'électromagnétisme et les équations de Maxwell. Donc ça, c'est au 19e siècle, qui va être démontré expérimentalement, en tout cas l'existence des ondes radio et la mesure de leur vitesse de propagation, qui est dans l'air tout simplement la vitesse de la lumière, est faite par Hertz à la fin du 19e siècle. Et le premier usage de ces ondes pour détecter, en l'occurrence, c'était un bateau derrière un brouillard. Eh bien, ce premier usage, il est fait par Louis Meyer au début du XXe siècle et qui dépose le premier brevet des radars. Donc, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, l'architecture des radars est plus ou moins finalisée, mais c'est malheureux à dire, mais c'est vraiment cette Seconde Guerre mondiale qui va conduire à la multiplication des applications des radars parce que on va en avoir besoin, on va les mettre notamment sur des avions, pour le bombardement de nuit, pour la chasse de nuit, des choses très, très, très réjouissantes comme ça. Donc, les applications et les concepts de radar se multiplient pendant la Seconde Guerre mondiale et rentrent vraiment dans le domaine civil après cette Seconde Guerre mondiale. Par exemple, pour le contrôle aérien, pour vérifier les avions qui arrivent, pour la détection des précipitations, c'est tout ce qui est radar météo qui vont suivre le contenu en gouttelettes d'eau des nuages. Pour l'étude des planètes, je vais y revenir. Pour les radars routiers qui contrôlent la vitesse des voitures sur les autoroutes, par exemple. Pour l'archéologie aussi, la détection de structures dans le sol, etc. Le génie civil, plein d'applications qui se multiplient à partir, disons, de 1950 jusqu'au début de la spatialisation des radars. Évidemment, d'abord pour l'observation de la Terre et ensuite pour celle de la Lune, de Vénus, j'en reparlerai. Donc aujourd'hui, j'ai dit au début, un radar, c'était vraiment une mesure de temps d'aller-retour. Aujourd'hui, un radar, c'est un système actif qui va émettre des ondes, micro-ondes ou radio, vers une cible qui n'est pas forcément ponctuelle, qui peut être étendue, ça peut être une surface, ça peut être une atmosphère, et ça peut être une cible mouvante ou ça peut être une cible statique. Et donc, un système qui va mesurer non seulement son temps d'arrivée, mais potentiellement aussi l'amplitude de l'écho et son décalage en fréquence, notamment pour estimer la vitesse de propagation d'une cible. Donc, plein d'applications, je viens d'en parler. Vous voyez, ici, ça, c'est un radar de contrôle aérien. Ici, on a un radar qui est en orbite autour de Mars depuis plus de 15 ans maintenant, un radar routier, vous voyez. Ce qu'ils ont en commun, c'est à chaque fois, ils ont un système d'antennes, mais qui n'est pas du tout le même. Ici, regardez, on a des antennes Vivaldi, là, c'est juste un monopôle. Ça, c'est une antenne à balayage. Donc voilà, des antennes adaptées, une électronique et des antennes adaptées à leur application.
avec donc toujours le principe de base, une antenne qui émet et vers une cible et une antenne qui reçoit parfois, et notamment dans le cadre des missions spatiales, souvent l'antenne qui émet et l'antenne qui reçoit sont confondues, tout simplement parce qu'on n'a pas forcément plusieurs plateformes pour mettre une antenne là et une autre là, et on est toujours contraint par la masse dans le cadre d'une mission spatiale. Donc en général, il n'y a qu'une seule antenne pour l'émission et la réception. Donc autant de concepts de radars que d'applications, mais moi je distingue quand même 3 grandes catégories: les radars imageurs, les radars non imageurs et les radars sondeurs. Et chacun de ces radars vont être utilisés pour des objectifs différents en planétologie. Donc je vous ai mis ici, en fait, associés à ces 3 grands types de radars, les grands objectifs les scientifiques des radars pour la planétologie. Le premier, c'est celui qui concerne les radars imageurs. Comme leur nom l'indique, ils sont conçus pour imager, pour cartographier une surface, en général une surface qu'on ne peut pas cartographier autrement. Donc typiquement, celle de Vénus et celle de Titan, qui ont des atmosphères opaques, qui fait que dans le domaine optique, on ne voit rien de la surface. Il y a quelques fenêtres de transparence dans le domaine infrarouge, mais c'est vraiment dans le domaine micro-ondes qu'on est le plus à l'aise pour faire des cartes de ces deux corps célestes. Une application des radars non imageurs, et en particulier des radars qu'on appelle altimétriques, je pense que vous avez déjà entendu ce nom, c'est de mesurer le relief, toujours de Vénus ou de Titan, parce qu'on ne peut pas le faire, encore une fois, dans le domaine optique. Et troisième application qui, là, va concerner plus de cibles, ça peut être Mars, ça peut être la Lune, ça peut être des petits corps, bientôt ce sera des satellites glacés, c'est sonder l'intérieur, enfin, ou en tout cas le sous-sol de ces corps pour révéler, par exemple, sa stratigraphie, la présence de glace enfouie, la présence de tunnels de lave, voilà, plein de choses qui renseignent sur l'histoire géologique d'un corps. Donc, je commence par les radars imageurs. Vous voyez, en haut, là, c'est le type de radar dont je parle. Donc là, je parle des radars imageurs, dont le but est de cartographier les surfaces planétaires. Donc, avant même d'en envoyer dans le cadre de missions spatiales, on pouvait faire des observations depuis la Terre, notamment grâce à une station radar qui, malheureusement, a fermé il n'y a pas très, très longtemps. C'était la station radar d'Arecibo. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Elle est connue parce qu'on la voit dans un James Bond, dans le film Contact aussi, qui commence à dater, mais voilà. C'était jusqu'à peu donc le plus grand radar, la plus grande station radar du monde, avec, vous voyez, une antenne ici qui fait 300 mètres de diamètre et qui épouse vraiment une cuvette naturelle de la jungle portoricaine. Et ici, c'est le miroir secondaire. Avec ce radar, on a fait plein de choses qui dépassent bien sûr la planétologie. On a pu mesurer mieux l'unité astronomique, on a eu la détection des premiers pulsars, on a pu tester la relativité générale sur Mercure, mais on a pu aussi détecter pour la première fois de la glace dans des cratères de Mercure, mieux mesurer la rotation de Vénus, enfin plein de choses, et cartographier aussi des astéroïdes. La première carte de Vénus, elle a été obtenue, alors pas par Arecibo, mais de Goldstone. C'est pas vraiment celle-là, mais c'est quasiment celle-là. Donc c'était dans les années 60. Alors vous voyez, c'est ça, la première carte radar de la surface de Vénus. Jusqu'ici, on ne voyait que l'atmosphère. Et vous voyez que c'est une carte qui est incomplète, hein, les pôles ne sont pas cartographiés. C'est une carte dont la résolution est très grossière, hein, plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres, mais pour la première fois, on voit des variations alors pas de couleur, hein, c'est une carte en noir et blanc, mais de luminosité, avec des zones plus brillantes que d'autres qui ont été interprétées, et à raison d'ailleurs, comme étant des zones surélevées, des zones plus montagneuses, jouxtant des zones pleines, des plaines plus basses. Donc ça, c'était la première mesure de Vénus, ou quasiment, la première carte de Vénus. Ces observations ont aussi permis de mieux mesurer la rotation de Vénus sur elle-même, qui, vous le savez peut-être, est très très lente. Hein. Vénus met 8 mois quand même. Pour un jour sur Vénus, c'est 8 mois. Évidemment, aujourd'hui, on arrive, depuis des radars terrestres, à faire des cartes qui ont une résolution de l'ordre du kilomètre. Donc c'est exceptionnel, mais évidemment, on fait beaucoup mieux avec des radars qui sont embarqués sur des orbiteurs, ou en tout cas des sondes spatiales. Donc c'est ce qu'on appelle les radars imageurs, ou aussi SAR, à synthèse d'ouverture.
Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce terme. Donc, c'est des radars qui sont à visée oblique, c'est-à-dire qui regardent la surface avec un certain angle de visée. Ils vont éclairer une zone qu'on appelle l'empreinte radar. Et ils vont envoyer donc dans cette zone des ondes radar. Hop, une partie va être réfléchie dans la direction spéculaire, l'autre diffusée, et eux, ils vont mesurer, tac, dans leur direction, ce qui revient dans leur direction. Donc, ils vont mesurer ce qu'on appelle le coefficient de rétrodiffusion de la surface. Donc, la fraction d'énergie qui revient dans la direction. Et à partir de cette mesure, qui dépend énormément de la géométrie d'observation quand même, des caractéristiques de l'instrument, mais aussi des caractéristiques du sol et en particulier de sa rugosité. Et à partir de ça, ils vont dresser des cartes. Voilà, je vous en montre une là, mais vous en avez probablement déjà vu, des cartes donc en noir et blanc du coefficient de rétrodiffusion radar. Comme je le disais, ce qui mesure au premier ordre, c'est vraiment la rugosité en fait de la surface. Regardez ces petits diagrammes qui, à mon avis, sont assez simples. Si la surface est super lisse, comme la surface d'un lac, on envoie une onde dans cette direction en visée oblique, et en fait, cette onde, comme un miroir, elle est réfléchie dans la direction symétrique par rapport à la normale à la surface. Donc, en fait, rien ne revient dans la direction du radar. Et donc, quand on regarde une zone très lisse, comme la surface d'un lac, eh bien, on a une image qui est très, très sombre, voire totalement noire de cette zone. Plus la surface devient rugueuse, et plus il y a de l'énergie qui va revenir dans la direction du radar, et plus cette zone apparaîtra brillante sur l'image radar. Donc, c'est exactement ce qu'on voit là, ici, avec un lac très sombre à côté d'une région plus montagneuse qui, elle, est brillante. Donc, vraiment, au premier ordre, ce que mesure le radar, ça va être une mesure de la rugosité du sol. Bien sûr, la composition de ce sol compte aussi dans l'amplitude des échos. Donc, première cible des radars imageurs, sans surprise, c'était Vénus. Donc, je l'ai dit, Vénus qui est entourée d'une opaque atmosphère. Il fait quand même la pression à la surface de Vénus, c'est 92 bars, donc c'est quasiment 100 fois la pression terrestre. C'est une atmosphère essentiellement composée de CO2, totalement opaque dans le domaine optique, quasiment totalement opaque dans le domaine infrarouge. Et on avait quelques images de la surface grâce à des atterrisseurs, mais il y a seulement 8 atterrisseurs qui se sont posés sur Vénus. Évidemment, ils n'ont pas survécu très longtemps, je crois que le record c'est 2 heures. Et évidemment, ils donnent une image que très 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 locale de la surface. Donc c'est là où les premiers radars imageurs envoyés vers Vénus, en l'occurrence par les soviétiques à l'époque, dans les années 80, ont totalement changé notre vision de cette planète. Alors c'était dans le cadre des missions Venera 15 et 16, 2 radars à synthèse d'ouverture, qui ont cartographié que 25% de la surface, mais avec une résolution kilométrique, et ont par exemple pris des images ici de cratères. Et ils utilisaient, comme c'est le cas la plupart du temps, en fait, l'antenne de communication de la sonde. Quand elle ne communiquait pas, elle servait de radar. Donc ça, c'était les premiers radars imageurs de l'histoire de l'exploration spatiale, mais celui qui a vraiment changé notre compréhension et notre connaissance de la surface de Vénus, c'est le radar de Magellan, dans les années 90, donc entre 90 et 94. Donc c'était il y a 30 ans quand même, et il n'y a pas eu d'autres radars depuis. Donc c'est pour ça qu'on est un peu figé là, dans notre connaissance. Mais ce radar, donc américain, a cartographié la quasi-totalité de la surface avec une résolution comprise entre 100 et 300 mètres. Donc là, je vous montre la carte radar de Vénus obtenue par le radar de Magellan. Donc elle est quasi complète. Alors elle est en couleur. Ce sont des fausses couleurs. Ce serait du noir et blanc. Je ne sais pas pourquoi on la montre toujours. J'imagine que comme c'est la couleur un peu de l'atmosphère de Vénus, on aime bien la montrer dans cette couleur. Mais ce qui compte, c'est les variations d'intensité. Donc on retrouve nos régions brillantes là, qui sont effectivement des régions qui sont un peu surélevées par rapport au reste de Vénus. Les 2 tiers en fait de Vénus, ce sont des plaines volcaniques assez basses. Et on va le voir, en fait, Vénus est couvert d'édifices volcaniques. Quelques cartes postales radar de Vénus ici. Donc voilà, vous voyez un zoom sur la région de Alpha Regio, donc une de ces terres un peu surélevées qu'on appelle Tesserae, et qui sont un peu cisaillées par des fractures, par des rides, en tout cas qui ont une activité tectonique certaine, mais on ne sait pas trop comment marche la tectonique sur Vénus, on ne sait pas bien, et en tout cas il n'y a pas de tectonique des plaques comme sur Terre.
Ici, on voit un cratère, je vais y revenir, et puis beaucoup, donc je le disais, de structures volcaniques comme ce dôme ici. Évidemment, pour connaître l'âge d'une surface, il faut pouvoir cartographier ces cratères. Donc, en l'occurrence, ça a été fait assez tôt grâce aux cartes radar de la sonde Magellan. Donc ici, ce que vous voyez, tous les points bleus, ce sont des cratères. On dirait qu'il y en a beaucoup, mais en fait, il n'y en a que 900. 900 cratères de plus de 10 km. Il n'y en a pas des petits cratères, tout simplement parce que l'atmosphère de Vénus fait bouclier. Donc, les petits impacteurs qui arrivent en haut de l'atmosphère, ils sont pulvérisés avant d'atteindre le sol. Donc, on n'a que des gros cratères, enfin, plus supérieurs en diamètre à 10 km, mais on n'en a pas tant que ça. Pour comparaison, sur Mars, il y a plus d'1 million de cratères de plus de 100 mètres. Sur la Lune, j'en parle même pas. Sur Vénus, c'est un peu comme sur la Terre, où je crois on compte à peu près 200 cratères. Et ce que ça nous dit, c'est que la surface est relativement jeune. Elle a entre 700 et 800 millions d'années. Et le fait que ces cratères soient distribués, vous voyez, de façon très uniforme, ça laisse penser qu'il y a 700-800 millions d'années, il y a peut-être eu un resurfaçage global de la planète. Peut-être que ce resurfaçage global, il est arrivé à la fin d'une grande période de tectonisme et de volcanisme, ou peut-être que c'est quelque chose qui arrive cycliquement sur Vénus. Ça, vraiment, on ne le sait pas, on ne le comprend pas. Mais en tout cas, on a une surface assez jeune. Ce qui est sûr, c'est que du volcanisme, il y en tout cas, il y en a eu. On va voir que même, on peut dire maintenant, il y en a. Il y a des milliers de volcans, enfin au moins 1600 volcans clairement identifiés, mais probablement beaucoup plus à la surface de Vénus, avec des morphologies très différentes. Il y a des volcans boucliers comme ceux qu'on peut voir à Hawaï. Il y a des cônes pyroclastiques, et puis il y a des volcans dont on ne trouve pas vraiment l'équivalent sur Terre, comme ces volcans dômes là, qui ont un sommet très aplati et des flancs assez raides. Ce qui suggère une lave très visqueuse. Donc la question longtemps, ça a été est-ce que ces volcans sont toujours actifs? Et en fait, l'année dernière, on a eu une réponse pour moi qui est la plus convaincante, une réponse positive, qui est la plus convaincante qu'on puisse avoir pour l'instant. En fait, c'est grâce à la revisite, donc c'est vraiment un papier de l'année dernière, c'est la revisite des données Magellan. Donc 30 ans plus tard, il y a des gens qui se sont dit tiens, on va revoir ces données, avec des méthodes aussi de traitement et de simulation modernes, et qui ont remarqué sur cette zone-là, cette zone ici de Vénus, elle a été observée à 2 reprises, à 8 mois d'intervalle. Et ils ont remarqué que cette cheminée volcanique ici, elle avait vraiment changé d'aspect. Et que aussi, cette zone ici avait changé d'aspect par rapport à l'observation précédente. Mais avec des données radar, des images radar, il faut faire extrêmement attention parce que, je l'ai dit rapidement pour l'instant, mais ce qu'on observe est très dépendant de la géométrie d'observation, notamment de l'angle de visée. Et parfois, on a l'impression qu'il y a un changement à la surface, mais c'est juste un artefact lié à la géométrie d'observation. Donc, c'est pour ça que pour se convaincre et pour démontrer qu'effectivement, cette cheminée volcanique avait subi quelque chose, probablement un événement explosif, ils ont conduit des simulations qui essayent de reproduire exactement les observations, la géométrie des observations dans ces 2 cas. Et ces simulations ont montré que on peut bien affirmer que cette cheminée a changé et que ce n'est pas juste un effet de la géométrie d'observation, alors que, vous voyez, cette cheminée, elle, est restée inchangée. On a l'impression qu'elle est changée, mais en fait, c'est juste parce que la géométrie d'observation est changée, et quand on regarde ce qu'on devrait avoir avec une géométrie d'observation qui est celle de cette seconde observation, on comprend bien la forme qu'a cette cheminée volcanique, mais on ne peut en aucun cas expliquer la déformation de cette cheminée volcanique entre cette forme très circulaire ici et puis cette forme presque bilobale. Voilà. Donc, à ce jour, c'est vraiment la preuve la plus convaincante d'un volcanisme contemporain sur Vénus. Entre-temps, donc c'est un papier qui est sorti l'année dernière, entre-temps, parce que cette question est quand même reste prégnante, il y a 3 missions qui ont été sélectionnées pour partir vers Vénus, dont 2, une américaine et une européenne, qui évidemment vont embarquer chacune un radar imageur, qui vont cartographier, donc 30 ans après la mission Magellan, la surface de Vénus, mais avec une résolution qui est un facteur de grandeur plus fine.
donc une résolution entre 10 et 30 mètres. Donc, ce sera dans les années 30, début, milieu années 30, mais bien sûr, ça va encore une fois changer complètement notre vision de Vénus. L'autre surface qui a été totalement révélée grâce au radar imageur, c'est celle de Titan, pour les mêmes raisons. Titan et sa surface, en tout cas, est cachée par une opaque atmosphère, moins dense que celle de Vénus, mais tout de même, hein, la pression à la surface de Titan, elle est plus grande que la pression à la surface de la Terre. Et bon, bien sûr, c'est anecdotique là, mais les températures sont nettement plus froides. Donc Titan, il faut le savoir, hein, c'est le plus gros satellite de Saturne, mais c'est de façon générale un très gros satellite. C'est un objet qui est plus gros que Mercure, donc la plus petite de notre planète. Et c'est le seul satellite du système solaire à posséder une atmosphère dense. Et cette atmosphère, elle est le siège de photochimie, de réactions photochimiques qui conduisent à la formation de brumes qui qui la rendent totalement opaque dans le domaine optique et quasiment dans tout l'infrarouge. Donc c'est pour ça que la mission Cassini, Cassini-Huygens et puis la sonde Cassini en particulier, s'est munie d'un radar. Donc ça, c'était donc une mission, je vous le disais, qui est partie en 97, qui est arrivée en 2004 dans le système de Saturne, avec à son bord donc un radar qui utilisait aussi l'antenne de communication de la sonde et qui avait comme objectif premier de cartographier Titan. Alors, comme c'est une sonde qui était en orbite autour de Saturne et pas en orbite autour de Titan, vous allez voir, ben voilà, la carte radar de Titan, elle est incomplète. En fait, il y avait des mesures. Donc, au final, pendant les 13 ans de la mission, il y a eu 127 survols de Titan. Pendant à peu près la moitié de ces survols, il y a eu des données radar qui ont été collectées. Donc, on devine un petit peu là, chaque espèce de nouille, là, où on appelle ça des fauchets radars, correspond à une mesure pendant un survol. Et c'est un peu comme un puzzle qui se construit au fur et à mesure. On a complété cette carte, mais à la fin de la mission, on n'a pas pu cartographier la totalité de la surface de Titan, seulement 65%, avec une résolution comprise entre 300 mètres et 4 km. On aimerait mieux, mais c'est comme ça. Et puis, il y avait aussi pas mal d'arbitrage à faire à la fin de la mission pour savoir est-ce qu'on va aller voir des zones qu'on n'a pas encore vues et qu'on verra finalement jamais, ou est-ce que plutôt on va retourner voir des zones qu'on a vues au début de la mission pour essayer d'y détecter d'éventuels changements, notamment liés aux saisons, puisque en 13 ans, la saison avait changé sur Titan. Donc quelques cartes postales radar encore ici, mais cette fois de Titan, dont la géologie est vraiment très 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 riche. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des images de Titan, donc des images radar. Ici, ce qu'on voit, ce sont des dunes linéaires. Donc il y a tout autour de la ceinture équatoriale de Titan des milliers de dunes linéaires qui s'étendent comme ça sur des centaines, voire milliers de kilomètres, qui font 2-3 kilomètres de large et quelques centaines de mètres de haut. Donc des dunes géantes qui ressemblent pas mal à ce qu'on peut voir dans le désert de Namibie en particulier. Il y a aussi des zones plus brillantes, vous voyez, donc plus montagneuses, avec d'où s'échappent, vous le voyez ici, des chenaux, des rivières qui sont probablement asséchées. Alors que là, vous voyez cette image que je vous ai déjà montrée au tout début d'un lac de Titan. Donc évidemment, ce n'est pas un lac d'eau liquide, il fait moins 180 degrés. C'est un lac d'hydrocarbures, de méthane en particulier. Et il y en a plusieurs à la surface de Titan. Et où on voit aussi des rivières qui, cette fois, ne sont pas asséchées, a priori, là, qui débouchent dans ce lac. Et puis, il y a des zones aussi plus énigmatiques, il y a des plaines et puis des terrains qu'on appelle labyrinthiques, c'est des canyons un petit peu encaissés, probablement créés par processus karstique. Mais on ne comprend pas forcément tout. J'ai oublié de dire que oui, il y a du liquide qui coule à la surface de Titan, donc du méthane et de l'éthane, parce que en fait, les conditions de pression et de température à la surface de Titan correspondent au point triple, ou sont proches du point triple de l'éthane et du méthane. Enfin, du méthane surtout, et dans une seconde mesure de l'éthane. Donc, il y a un cycle du méthane sur Titan, comme il y a un cycle de l'eau sur la Terre. Il y a des nuages, il y a de l'évaporation, des nuages, des précipitations qui alimentent des rivières, des lacs, etc. etc. Donc, c'est assez extraordinaire de se dire qu'on peut arriver à des paysages finalement assez familiers, des paysages qu'on connaît sur Terre, à plus d'1 milliard de kilomètres de chez nous, dans un environnement où il fait moins 180 degrés, un satellite essentiellement constitué de glace et de matière organique créée dans l'atmosphère par photochimie. Bref, c'est assez extraordinaire.
Grâce aux images radar et un peu infrarouge, on a pu créer ce qu'on appelle une carte géomorphologique de Titan. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour faire vite, ce qui est très intéressant, c'est de se rendre compte qu'il y a comme une compartimentation des paysages de Titan. Les dunes dont je vous parlais, elles sont vraiment au niveau de la zone équatoriale. On a plein de plaines ou de zones qu'on ne comprend pas très bien vers là, au niveau des moyennes latitudes, et les lacs sont au pôle, et notamment au pôle Nord. Donc, il y a comme, voilà, ce qui laisse penser qu'en fait, c'est la météo du méthane qui véritablement contrôle la répartition des paysages sur Titan, avec des zones arides ou semi-arides au niveau de l'équateur, là où on trouve les dunes, et un gradient d'humidité qui augmente quand on arrive au pôle, où on trouve, notamment au pôle Nord, ces lacs de méthane. Donc, pour vous parler un petit peu des lacs, parce que c'est quand même assez extraordinaire, on avait prédit leur présence avant l'arrivée de la mission Cassini-Huygens, mais de les cartographier, de les observer, c'était encore plus surprenant. Donc, il y a environ 600 lacs qui sont petits et 3 grandes mers à qui on a donné des noms de monstres marins de la mythologie, Kraken, Ligeia et Punga. Vous voyez, ils sont essentiellement concentrés au pôle Nord. Et évidemment, je souligne que Titan est à ce jour le seul objet connu extraterrestre qui a des étendues liquides à sa surface. Évidemment, ce n'est pas de l'eau, mais tout de même. Pendant la fin de la mission, je vous disais, il y a eu pas mal. Un des objectifs, c'était d'aller détecter d'éventuels changements saisonniers sur les lacs. Puisque quand la mission Cassini a commencé, c'était l'hiver au niveau des lacs, et à la fin, l'été arrivait. Donc on s'est dit, est-ce qu'on ne va pas avoir, par exemple, une évaporation, bref, un changement. Et vous voyez, là, ce que je vous montre, c'est 3 zones vues par le radar donc de Cassini à 6 ans d'intervalle. Il y a 6 ans d'intervalle entre ces 2 survols. Et on pourrait se dire, notamment si je regarde la figure du milieu, là, où j'ai un petit lac, qu'effectivement, il s'est passé quelque chose, que ce lac s'est évaporé, ou alors l'eau, le liquide s'est infiltré, bref, il s'est passé quelque chose. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment un artefact de la géométrie d'observation lié au fait que l'angle de visée de ces 2 observations était très très différent, ça se démontre. Mais tout ça, c'est pour vous dire qu'il faut vraiment faire très très attention quand on interprète des images radar, parce que c'est un système optique, parce qu'on envoie des ondes dans une certaine direction, eh bien, les images qu'on obtient sont très dépendantes de cette géométrie. En revanche, là, ce changement vu, c'est toujours les mêmes survols, mais sur une autre zone, en l'occurrence de cette mer qui s'appelle Ligeia. Eh bien, l'apparition de cette zone brillante ici, on a pu démontrer que c'était un vrai changement. Donc, qu'est-ce que c'est ? Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une forme de rugosité de surface qui est apparue à la surface du lac. Ça pourrait être lié à la présence de vagues. C'est possible parce qu'à cette période de l'année, on s'attend à des vents plus intenses dans cette région-là de Titan. Mais ça peut être aussi des remous, ça peut être même un iceberg qui se déplace et qui est par là. On ne saura jamais vraiment, mais en tout cas, c'est un vrai changement ici qui a été détecté à la fin de la mission. Voilà, donc j'en ai fini avec les radars imageurs. Je vais passer rapidement, il y a moins de choses à dire, sur les radars non imageurs et en particulier les radars qui vont aider à mieux connaître le relief, en l'occurrence surtout de Vénus et Titan, toujours pour la même raison, c'est qu'on n'a pas d'autre façon de le faire à cause de leur atmosphère opaque. Avant de parler des radars altimètres, juste avec les radars imageurs, en fait, si on passe plusieurs fois avec des géométries un peu différentes au-dessus du même point, eh bien, on peut quand même construire des modèles numériques de terrain par stéréoradargrammétrie. Il manque un E, je ne sais pas pourquoi. Un peu, vraiment, c'est le même principe que la photogrammétrie dont vous avez dû entendre parler, ou bien le même principe juste de nos yeux. Nos yeux, qu'est-ce qu'ils font ? L'œil gauche et l'œil droit, ils regardent la même scène, mais avec un petit décalage, et notre cerveau, eh bien, il va faire en sorte d'ajuster les images que nos 2 yeux voient, et en faisant ça, il va estimer les distances, à peu près estimer les distances. Mais c'est le même principe, et c'est comme ça qu'on a quelques modèles numériques de terrain, ici sur Vénus, ici sur Titan. Mais c'est toujours très local et très, du coup, parcellaire. La façon d'avoir quelque chose d'un peu plus global et de connaître de façon plus globale la topographie d'une surface, ça va être d'utiliser des radars altimètres. En fait, souvent, c'est le même radar que le radar imageur dont je vous parlais tout à l'heure, sauf qu'au lieu d'être en visée oblique,
on passe en visée nadir, d'accord? Au lieu de regarder en oblique, on regarde à la verticale sous le radar et on mesure, principe de base du radar, le temps d'aller-retour d'une onde radar entre la sonde et le sol. Et on fait ça le long d'une trace et ce faisant, on peut en déduire les variations d'altitude le long de la trace au sol du radar. Donc le radar de Magellan, quand il n'était pas utilisé en mode imageur, il était utilisé en mode altimétrique et il avait une résolution, alors ça reste une résolution grossière, mais c'est déjà pas mal, donc horizontale d'une dizaine de kilomètres et verticale entre 50 et 100 mètres. Voilà comment cette carte de la topographie de Vénus a pu être obtenue. Donc ce que vous voyez ici, c'est Vénus, son altitude. Donc sur Vénus, les variations d'altitude sont un peu moins grandes que sur Terre. Il y a le dénivelé, la variation max de dénivelé, c'est 13 km. Sur Terre, je crois que c'est 21. Vous savez sans doute ça mieux que moi. Quand on regarde le point le plus haut, voilà, c'est ça, c'est Maxwell Montes vers 11 km. Quand on regarde la courbe hypsométrique, je ne sais pas si c'est un mot que vous connaissez, probablement, c'est-à-dire la courbe tout simplement de distribution en altitude. Ici, c'est Vénus, ici, c'est la Terre. On voit une différence très, très notable. C'est que pour la Terre, on a bien une courbe bimodale, alors que pour Vénus, c'est unimodale. Vous le savez, sur Terre, cette distribution bimodale est liée aux croûtes océaniques qui sont bien plusieurs kilomètres plus bas que les continents. Le fait d'avoir une distribution unimodale sur Vénus laisse penser qu'on ne peut pas vraiment dire que les zones un peu surélevées sont l'équivalent de nos continents terrestres. Ça laisse penser aussi que probablement toute la surface de Vénus a la même composition basaltique, ce qui n'est pas le cas, vous le savez, sur Terre. Les croûtes océaniques sont faites de basalte, alors que les continents sont faits d'un matériau moins dense, du granit. Voilà, donc cette courbe isométrique laisse penser qu'on aurait un petit peu la même composition partout, mais il faudrait la connaître avec une résolution meilleure pour pouvoir en dire plus, et c'est ce que les prochaines missions vers Vénus, dont je vous parlais tout à l'heure, vont essayer de faire. Sur Titan, voilà la carte topographique. Alors là, c'est beaucoup plus parcellaire parce que finalement, il n'y a que 9% de la surface de Titan dont la cartographie a pu être faite. Et tout ce que vous voyez entre ces lignes-là, c'est complètement interpolé ou extrapolé même. Donc voilà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a très peu de variations de relief sur Titan. 2000 km, 2 km, peut-être 3 maximum. Et le record d'altitude mesuré à ce jour, voilà, c'est environ 3 km sur cette chaîne de montagne. Donc, vous voyez une image radar débrutée ici, donc elle est un peu bizarre, cette image radar. Voilà ce qu'on peut dire sur cette topographie. Le radar altimétrique de Titan, encore une fois, c'était le même radar que la même antenne que le radar imageur, mais utilisé en visée nadir. Et peut-être son résultat le plus impressionnant, c'est pas la carte topographique que je viens de vous montrer, parce que vous avez vu qu'elle est très parcellaire, c'est les résultats qu'il a obtenus sur les mers de Titan, parce que c'était totalement inattendu. En fait, en passant, la première fois, c'était au-dessus de la mer Ligeia Mare. Et en faisant des mesures altimétriques, eh bien, on a eu la surprise de détecter non pas seulement un écho lié à la réflexion à la surface de la mer, mais un second écho lié à la réflexion sur le fond marin de cette mer. Donc finalement, on a pu mesurer, en mesurant le temps, la différence de temps d'arrivée entre cet écho qui correspond à la surface et cet écho qui correspond au fond marin, eh bien, on a pu en déduire le long de la trace du radar, tout simplement avec cette formule basique que je vous ai montrée au tout début. On a pu en déduire la profondeur du lac le long de ce profil. On a pu dresser ce qu'on appelle un profil basymétrique du lac et montrer que, à son point, en tout cas au milieu du profil, son point le plus bas, c'est quand même 170 mètres. Et on a même pu, en regardant la différence d'amplitude entre ces deux échos, démontrer qu'il était à 75% constitué de méthane. Donc ça, c'était totalement inattendu. On a vraiment pu faire de l'océanographie et de la basymétrie sur Titan. C'est inattendu parce que sur Terre, ce serait totalement impossible. Sur Terre, si on voulait mesurer on ne pourrait pas mesurer l'épaisseur d'un lac, tout simplement parce que l'eau liquide ne laisse pas passer les ondes. Elle ne laisse pas passer les ondes radar, elle les absorbe directement. Mais sur Titan,
Le méthane liquide, lui, est un milieu extrêmement transparent et donc on voit à travers. À une longueur d'onde de 2 cm, on peut aller voir des structures à presque 200 mètres sous la surface. Donc c'était inattendu. Et finalement, ce qui était inattendu, ça fait ma transition avec le dernier type de radar dont je vais vous parler. C'est que finalement, ce radar à altimétrie qui était là pour mesurer la topographie de Titan, ben, il a aussi sondé son sous-sol. Là, en fait, il a sondé en tout cas l'intérieur d'une mer. Donc voilà, et grâce à ça, on a pu en dresser une carte donc, de la basymétrie de cette mer. Donc il a opéré comme donc, ce dernier type de radar dont je voulais vous parler, les radars sondeurs, qui sont des radars qui, eux, sont quand même vraiment spécifiquement dédiés au sondage du sous-sol et qui, en général, vont donc opérer à des longueurs d'onde plus grandes. Hein. Donc il faut se rappeler, plus la longueur d'onde d'opération est grande, plus on pénètre profondément dans une atmosphère et encore plus dans une surface. Donc ces radars sondeurs, ou radars aussi, on appelle ça radar à pénétration de sol aussi, ils peuvent opérer soit depuis un orbiteur ou même un avion, soit depuis la surface. Ici, je l'ai mis sur un petit rover, vous voyez, il y a les antennes derrière. Le principe, c'est toujours le même. On envoie des ondes et on mesure l'amplitude des ondes retour, des échos, en fonction de leur temps d'arrivée. Et on fait ça, c'est ce qu'on appelle un profil radar. On va faire ça le long du déplacement, soit de notre sonde, soit ici du petit rover. Hein, on fait ça plusieurs fois. Et quand on combine tous les profils radar, on obtient un radargramme. Je ne sais pas, vous en avez peut-être déjà vu. J'imagine que oui. Donc un radargramme qui est une forme d'image projetée à la verticale du rover ou de la sonde du sous-sol. Donc c'est vraiment, c'est un peu un des seuls instruments qui permet comme ça de cartographier un sous-sol. Et on sait combien c'est important pour mieux comprendre l'histoire géologique d'une planète ou d'un satellite. Ce qui est important de comprendre, c'est que si dans ce sous-sol, il n'y a pas d'interface, s'il n'y a pas des strates, ou s'il n'y a pas de structure, quelle qu'elle soit, eh bien les ondes qu'on envoie, elles vont continuer leur route et elles ne vont jamais remonter vers le radar. Donc on aura un radargramme noir, on ne verra rien. De la même façon, si le sol est trop absorbant, c'est-à-dire s'il est fait d'un matériau qui absorbe rapidement les ondes électromagnétiques, par exemple s'il y a de l'eau, eh bien, on verra aussi rien parce que les ondes seront mangées avant de revenir vers le radar. Et c'est toujours le problème quand on a avec les radars sondeurs, c'est que si on voit rien, ça peut être parce qu'il n'y a rien à voir, il n'y a pas d'instructure, ou ça peut être parce que le sol est trop absorbant. On ne sait jamais. Enfin, c'est compliqué de savoir. Donc voilà, là c'était le cas où on avait potentiellement des strates. Ici, si on a une structure ou par exemple un caillou enfoui, hop, on a une signature comme ça sur notre radargramme. Donc évidemment, les radars sondeurs, ils ont plein d'applications sur Terre. Vous avez peut-être déjà vu, notamment en génie civil pour détecter les tuyaux enfouis. Voilà, toutes les canalisations. En glaciologie, c'est très très puissant parce que autant l'eau liquide mange les ondes radar, autant l'eau sous forme de glace est un milieu extrêmement propice à la propagation des ondes radar. Donc on voit très très bien à travers un glacier. On peut deviner ici, on a des couches de glace, de neige, pardon, et on voit très très bien, par exemple, le socle rocheux sous ce glacier ici, à plusieurs mètres de profondeur. Il y a des applications donc en géologie, en hydrologie, en archéologie, en recherche de mines antipersonnelles, plein d'applications. Le principe qu'il faut retenir, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est que plus on va voir profond, plus il faut aller chercher des longueurs d'onde grandes. Donc, si possible, dans le domaine radio. Et plus la fréquence... Le problème, c'est qu'aussi... La contrepartie, c'est que plus la fréquence d'opération est grande, est basse, pardon, plus la longueur d'onde est grande, donc la fréquence est basse, et plus nos radargrammes auront une résolution grossière. En gros, on ne peut pas voir profondément et voir finement. Il faut choisir entre voir profondément et voir du coup un peu grossièrement, ou au contraire voir le sous-sol plus superficiel, mais avec des détails plus fins. Et ce qui est contraignant, en tout cas pour les missions spatiales, c'est que plus la fréquence d'opération est basse, plus on opère à une grande longueur d'onde, plus il faut des antennes qui sont très grandes. Et ça, c'est pas toujours possible d'embarquer des antennes qui font des centaines de mètres dans le cadre de missions spatiales. Donc le premier radar ou la première cible des radars sondeurs, ça a été sans surprise la Lune, et c'était assez tôt, hein. Dès les années 70, dans le cadre de la mission Apollo 17, il y a un radar sondeur, c'était 2 monopoles de 10 mètres qui opéraient à plusieurs longueurs d'onde, qui ont essayé de sonder le sous-sol lunaire. Alors,
voilà, c'était les années 70. Les données, c'est sur des cartes photographiques. C'est très, très, très dur, très compliqué à analyser. Bon, il faut vraiment se convaincre de voir des strates. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a été vu à 1 kilomètre sous la surface. Mais ce n'était pas forcément hyper concluant, cette première expérience radar. Et c'est peut-être pour ça qu'il a fallu ensuite attendre 40 ans, 40 ans, pour que le radar sondeur suivant parte vers la Lune. Donc, c'était dans le cadre de la mission Selene de la JAXA. Donc là, c'est un radar encore plus basse fréquence, à 5 MHz, donc c'est longueur d'onde d'environ 75 mètres, hein, donc vraiment dédié au sondage du sous-sol profond, qui embarquait 2 monopoles, donc les antennes, c'est 2 monopoles de 30 mètres, donc il faut quand même déployer ça, et qui, pour le coup, a pris des radargrammes très, très intéressants de la surface de la Lune. Je vous en montre un ici, je crois que c'est dans la mer de Sérénité, où on voit clairement des strates qui correspondent probablement à différents épisodes d'épanchement volcanique dans cette région de la Lune. Donc ça permet de reconstruire un petit peu, retracer l'histoire géologique d'une région. Oui. Et pour la Lune, depuis, il n'y a rien eu, en tout cas depuis l'orbite. Je reviendrai un peu à la Lune après. Pour Mars, en revanche, depuis maintenant plus de 15 ans, il y a 2 radars qui opèrent et sont en orbite donc autour de Mars. Le radar Mars 6 à bord de la sonde Mars Express, une sonde européenne, et le radar CHARAD à bord de la sonde Mars Reconnaissance Orbiter, une mission NASA. Et c'est intéressant de regarder ces radargrammes ici de la calotte polaire nord martienne. D'abord par Mars 6 qui opère à une longueur d'onde entre 60 et 150 mètres, donc très 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 basse fréquence, grande longueur d'onde, basse fréquence, et CHARAD qui opère à une longueur d'onde un peu plus courte, 15 mètres. Vous voyez que ici, donc sur la calotte polaire nord de Mars, là, ce que vous voyez, c'est vraiment la calotte polaire nord. On a une stratification, un enchevêtrement de couches de glace et de poussière. Et Mars 6, donc, qui opère à très basse fréquence, arrive à détecter le socle rocheux qui est presque à 4 km sous la surface. Donc, c'est assez notable. Alors que CHARAD, qui a plus courte longueur d'onde, lui n'arrive pas à détecter le socle rocheux, mais en revanche, il voit des détails, il a une résolution beaucoup plus fine que Mars 6. Il voit des détails, il a même détecté des poches de dépôts de glace carbonique dans cette calotte polaire. Donc c'est vraiment très très puissant pour révéler cette 3e dimension qu'est la profondeur, et qui permet de comprendre aussi comment se sont formées ces calottes polaires, quelles sont leurs évolutions aussi, et qu'est-ce qu'elles renferment tout simplement. Parmi les résultats très marquants aussi de Mars 6, on a la possible détection, alors on a parlé de lacs enfouis, moi je dirais plutôt en tout cas d'eau liquide, à la base de la calotte polaire sud de Mars. Donc la calotte polaire sud, elle est un peu moins épaisse, ici elle fait 1,5 km, et des échos très très puissants ont été enregistrés au contact entre donc, le bas de la glace et le socle rocheux. Donc il y a peut-être un phénomène de fusion qui fait fondre la glace à cette profondeur où la pression est plus élevée et qui expliquerait ces échos radars très très profonds. Voilà, c'est quand même c'est assez indirect comme détection, mais c'est possible qu'on ait affaire effectivement à la présence d'eau liquide mélangée avec de la glace et de la poussière. Très très récemment, c'est un papier qui est sorti, je crois, il y a 3 semaines. Il y a des observations donc, de cette région qui s'appelle Medusa Fossae, qui est cette fois au niveau de l'équateur de Mars. Ces observations radar ont démontré l'existence de dépôts massifs de glace d'eau donc dans cette région. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une région équatoriale, donc c'est une région où il fait chaud, entre guillemets, chaud sur Mars, il fait jamais très chaud, mais on est moins surpris de trouver de la glace au niveau des pôles qu'au niveau de l'équateur. Et donc ça permet de réestimer un peu le bilan en glace et en eau en général de Mars, et de mieux essayer de comprendre des contraintes, son histoire en particulier climatique, puisque vous savez que peut-être que Mars a connu un climat très favorable, en tout cas humide, dans un passé assez lointain. Les autres radars, les plus nouveaux, c'est plus nouveau dans l'exploration planétaire, opèrent non pas depuis l'orbite, mais depuis la surface. Donc c'est intéressant, mais c'est une vision du coup très locale d'une zone.
La première cible de ce qu'on appelle ces GPR au sol, Ground Penetrating Radar, c'est la Lune, sans surprise encore une fois. Et en fait, il y a 3 radars sondeurs qui ont opéré depuis la Lune. Ils sont tous éteints maintenant, mais ces 3 radars sont chinois. Et vous voyez, c'est relativement récent. Ça a commencé il y a une dizaine d'années. Ce que je vous montre, c'est justement un radagramme pris en 2019 par un de ces radars chinois près au pôle sud lunaire. Alors, on ne voit pas grand-chose malheureusement, mais l'interprétation qui en est faite, c'est l'existence de plusieurs couches superposées avec contenant des cailloux ou en tout cas des débris de taille plus ou moins grossière. Voilà. Mais ce radar a quand même vu jusqu'à une 50aine de mètres sous la surface et a permis aussi de mieux comprendre l'histoire géologique de cette région. Le but de ces GPR qui ont été envoyés vers la Lune et des prochains qui partiront, et en l'occurrence, dans mon laboratoire, on a construit un de ces radars qui, je vous en parlais au début, peut-être partira d'ici quelques années dans le cadre d'une mission avec un rover émirati. Leur but, c'est comprendre mieux l'histoire géologique de la Lune de façon locale au moins, et aussi essayer de faire l'inventaire des ressources lunaires dans la perspective éventuelle de missions habitées futures. Donc, rechercher dans le sous-sol d'éventuelles poches de glace d'eau qui pourront servir à des astronautes, par exemple. Rechercher d'éventuels tunnels de lave qui pourraient servir d'abri pour des astronautes. Ou bien tout simplement estimer l'épaisseur du régolithe lunaire qui pourrait être un matériau de fabrication d'habitat dans le futur. Donc, c'est très... pour l'instant, c'est encore de l'ordre de la science-fiction, mais ça fait partie des objectifs de ces radars sondeurs pour la Lune. Pour Mars, depuis 2 ans maintenant, 3 ans, il y a 2 GPR qui ont opéré à la surface de Mars. Il aurait dû en avoir 3. Je vous ai parlé des mésaventures d'ExoMars. Donc, ça devait être en fait même le radar qu'on a développé au laboratoire. Ça devait être le premier radar sondeur à opérer depuis la surface de Mars. Bon, non seulement on s'est fait doubler, mais 2 fois. On s'est fait doubler déjà par RIMFAX, donc qui est le radar sur le grand rover Mars Perseverance de la mission Mars 2020, la mission américaine. Et puis par les Chinois qui, du premier coup, ont réussi en 2021 à déposer un rover à la surface de Mars. Et sur ce rover, il y avait un radar. L'objectif de ces radars, pour Mars, c'est aussi comprendre l'histoire géologique, la chronologie des événements qui ont affecté, façonné un site. Et dans un second temps aussi aider, alors en tout cas c'est le cas, ce serait le cas pour le radar de la mission ExoMars, aider à la collecte d'échantillons du sol. Donc avant d'essayer de forer avec une foreuse qui pourrait d'ailleurs se casser les dents sur le sol, eh bien on va regarder ce qu'il y a sous le rover et dire ok, c'est potentiellement intéressant, ok, il n'y a pas trop de risques, il n'y a pas de gros cailloux enfouis sur lesquels la foreuse pourrait par exemple s'abîmer. Donc, ce sont les objectifs principaux de ces radars. Donc, je l'ai dit, on attend toujours le départ de Wisdom donc, sur ExoMars. Vous le voyez ici, c'était en janvier 2019. Il a été intégré, comme tous les autres instruments, sur le rover européen qui s'appelle Rosalind Franklin de la mission ExoMars. Et depuis, donc, on est en 2024, depuis 5 ans, il attend patiemment dans une chambre propre en Italie. Donc, on espère qu'il partira bientôt, mais c'est vrai que ça nous inquiète parce que les instruments, ils vieillissent pendant ce temps. Même s'ils sont dans un milieu très contrôlé, ils vieillissent. Ça, ce sont des données du radar chinois, donc un radargramme du radar chinois qui s'est posé, alors malheureusement, dans une raison un petit peu ennuyeuse de Mars, Utopia Planitia. Donc, assez logiquement, il n'a pas vu grand-chose, peut-être des couches avec pareil, des tailles de réflecteurs un peu différentes, mais l'interprétation est un petit peu, disons, compliquée, ambiguë en tout cas, à tel point que, je dis ça pour vous dire que c'est important aussi d'avoir du recul par rapport à ce type de données, à tel point que là, l'année dernière, les auteurs d'un premier papier d'interprétation du premier radargramme ont publié un second papier qui propose une interprétation totalement différente. Donc ici, ils voyaient une succession de couches avec des réflecteurs de tailles différentes. Là, ils voient des polygones, des cônes de glace enfouis. Bon,
ce sont les mêmes auteurs, ils ont juste échangé l'ordre de leur nom. C'est un petit peu embêtant de proposer. Bon, pour vous dire que c'est pas toujours très, très simple, surtout quand on n'a pas de choses très claires qui ressortent des radargrammes. Heureusement, ce n'est pas le cas des données du radar qui est sur donc, la mission américaine Persévérance, enfin le rover américain Persévérance, où là, il y a des radargrammes absolument fantastiques. Et celui-là, il continue à opérer. Hein, le radar chinois, il s'est éteint au bout d'un an et demi. Enfin, tout le rover, d'ailleurs, ne marche plus, alors que Persévérance va très bien. Et donc ici, par exemple, vous savez peut-être qu'ils ont atterri dans un cratère qui s'appelle G0, où on pense qu'il y a eu un lac. Donc on voit très bien ici le fond du cratère qui se poursuit sous cette couche a priori de sédiments, donc stratifiés. Donc c'est absolument passionnant et ce sont des données très très précieuses pour les géologues qui essayent de comprendre cette zone et si elle a pu être habitable dans le passé. Dernière application, et j'en ai fini, plus originale et plus lointaine aussi dans le temps, mais qui sera renouvelée bientôt. C'est grâce à ces radars sondeurs, mais cette fois par transmission, donc on parle de tomographie radar, on a pu sonder l'intérieur d'une comète. C'était il y a 10 ans, c'était dans le cadre de la mission Rosetta, dont je vous ai parlé un tout petit peu au début. Il y avait, donc cette fois, pour pouvoir faire ça, il faut qu'il y ait 2 radars, enfin il faut qu'il y ait 2 antennes sur des plateformes différentes. Et là, c'était le cas. Donc, c'est une mission qui a déposé un atterrisseur Philae. Vous vous souvenez peut-être, non? Il y avait même François Hollande qui était président à l'époque. On lui avait offert un chien qui s'appelait Philae. Non, ça vous dit rien? Bon, vous êtes trop jeune. Mais il y avait un radar qui émettait, enfin, une antenne émettrice là. Et le signal était réceptionné par la sonde Rosetta. Et en regardant comment donc l'impulsion qu'on envoyait était à la fois décalée dans le temps et changée de forme, et puis transformée en amplitude et en forme, on a pu en déduire à la fois à peu près la composition de la comète et sa structure, enfin sa structure grossière. Et on a pu en déduire que cette comète, elle était essentiellement composée de vide. À 80%, c'est du vide, la porosité. C'est extrêmement poreux. Et ça se maintient parce qu'on a une gravité très faible. Donc extrêmement poreux, avec pas de structure très homogène, en tout cas à l'échelle de la longueur d'onde d'opération du radar, c'est-à-dire à l'échelle du mètre. Donc ça, c'était vraiment peut-être l'application la plus spectaculaire des radars sondeurs, pouvoir voir l'intérieur d'une comète, qui sont, vous le savez, avec les astéroïdes, les briques à partir desquelles on a formé les planètes du système solaire. Donc comprendre comment elles sont formées, de quoi elles sont constituées, c'est essentiel. La suite des radars sondeurs, elle est riche, hein, parce qu'en fait, je vous ai dit que la glace d'eau en particulier a un milieu particulièrement propice à la propagation des ondes radar, un milieu très transparent. Donc, assez naturellement, les prochaines cibles des radars sondeurs, ce seront des satellites glacés, et plus particulièrement ce qu'on appelle des monts d'océans, c'est-à-dire des satellites de glace comme Europe, qui, sous leur croûte de glace, abritent un océan d'eau liquide. Et l'année dernière, il y a la mission JUICE qui est partie, avec à son bord un radar qui va opérer dans le domaine métrique, qui va un petit peu sonder Europe, mais surtout Ganymède. Et cette année ou l'année prochaine, je crois, Europa Clipper, mission de la NASA, pareil, part avec le même type de radar sondeur, qui, lui, espère carrément détecter l'océan qui est enfoui sous la surface d'Europe, qui est quand même enfoui à 10-20 km, donc c'est pas sûr qu'il puisse le détecter, c'est profond quand même, mais il détectera peut-être des poches d'eau plus superficielles. Et si c'est le cas, ce sera vraiment une découverte incroyable de se dire que si loin du Soleil, bien sûr sous de la glace, mais pas si profondément, il y a de l'eau liquide qui offre peut-être un environnement habitable à une forme de vie qui serait bien différente de la nôtre. Mais voilà, donc ça change un petit peu les perspectives sur l'habitabilité du système solaire. Et à peu près la même période, c'est-à-dire au milieu des années 30, on aura aussi le premier radar sondeur, toujours dans le cadre de la mission Envision, qui ira essayer de détecter des choses, des structures sous la surface de Vénus. Donc ça n'a jamais été fait. C'est pas sûr que ça marche. On ne sait pas si le basalte chauffé à près de 500 degrés du sol de Vénus va permettre aux ondes de se propager suffisamment profondément pour détecter une quelconque structure. Mais on tente.
Et donc, sur cette mission Envision, je le disais, il y aura à la fois un radar imageur pour regarder la surface, cartographier la surface, et un radar sondeur pour la première fois pour essayer de sonder plus profondément le sous-sol. Et ce radar, le radar de Envision et surtout celui de Veritas, il fera quelque chose qui n'a jamais été fait avant, en tout cas au-delà de la Terre, c'est de l'interférométrie radar. Peut-être que vous allez en entendre parler, mais tout simplement, le but, c'est en regardant plusieurs fois une même zone avec aussi des géométries différentes et puis en ayant un radar assez particulier, et bien essayer de déceler des changements très très subtils d'altitude de l'ordre du centimètre. Par exemple, qui seraient liés au bombement d'un volcan, par exemple, ou qui seraient liés à une petite activité tectonique. Donc, ça marche très bien sur Terre, on ne l'a jamais testé ailleurs, et Vénus est probablement le meilleur endroit pour le faire. Voilà, c'est ma dernière slide sur tout gare au radar. Oui, c'est un peu facile, mais voilà, surtout les perspectives de radars qui sont déjà sélectionnés ou qui le seront peut-être dans un futur plus ou moins lointain pour aller explorer le système solaire. Et je vous remercie. Merci. Vous avez dit être resté qu'un jour à France Télécom. Qu'est-ce qui vous a fait partir? Ce qui m'a fait partir, c'est que j'ai été admise au master, donc au DEA. Et donc là, je l'ai su le lendemain de mon premier jour. Et que je me suis dit qu'en fait, c'était pas facile en fait. C'était pas facile d'être admise dans ce master. Hein. On faisait, je sais pas si ça se fait encore, mais on nous faisait passer un oral au tableau, équations et tout ça. C'était assez impressionnant. Et que je pense aussi ma première journée à France Télécom, je me suis pas sentie à ma place. Je sais pas comment le dire. C'était un instinct de survie, je crois. Donc ça, quand on m'a appelée pour me dire que j'étais prise, donc vraiment le lendemain de mon premier jour à France Télécom, je me suis dit bon bah non, je vais me donner une année de plus. Mais à l'époque, je pensais pas faire une thèse. Ça me semblait quelque chose. C'était pas du tout quelque chose qui m'attirait. J'avais peur de la solitude du chercheur, de la feuille blanche, voilà, j'avais peur de ça. Et puis bon, au final, c'est pas du tout ça. Et en plus, la recherche, on l'a fait comme on aime la faire, c'est-à-dire que si on aime la faire de façon solitaire, on la fait comme ça. Mais si on préfère collaborer, échanger, on le fait différemment, quoi, collectivement. Voilà, un instinct de survie, je dirais. Oui. Vous avez dit que sur Europe, il y avait 10-20 km de glace dans l'océan. Comment ça a été mesuré cette épaisseur? Ouais, alors c'est des mesures forcément super indirectes et très, on dit modèle dépendant, c'est-à-dire qu'on compare des mesures à un modèle et on regarde pour quelles conditions on a le meilleur ajustement. Les mesures en question, c'est des mesures d'induction magnétique. Donc le champ Jupiter, c'est une grosse planète qui a des ceintures de radiation très 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 puissantes et donc une magnétosphère très puissante. Et on a détecté autour d'Europe, donc c'est un magnétomètre, c'était la mission Galileo dans les années 90, a détecté un champ magnétique induit autour d'Europe qui est baigné vraiment dans les ceintures de radiation de Jupiter. Donc l'idée, c'est de dire qu'il y a un océan d'eau liquide mais salée, donc conducteur, comme nos océans, à peu près avec la même salinité que nos océans, qui en interagissant avec la magnétosphère de Saturne, génère un champ magnétique induit. Et en comparant l'amplitude de ce champ magnétique induit avec des modèles de structure interne, c'est comme ça qu'on estime que c'est un océan global déjà, c'est pas localisé, et qu'il est 10-20 km sous la surface. Mais là, avec la mission JUICE et notamment Europa Clipper, qui est vraiment dédiée à Europe, on devrait en apprendre plus sur cette structure interne. Et sur la présence, éventuellement, d'ailleurs, de poches d'eau liquide plus proches de la surface. Oui ? D'où proviennent les financements pour les radars ? Alors oui, ce qu'on construit au laboratoire, notre principale source de financement, c'est le CNES, donc l'Agence spatiale européenne. Et le CNES va financer le développement de nos instruments qu'on va proposer pour des missions européennes, américaines, ou là, c'est de nouveau émirati. Donc c'est vraiment le CNES. Après, il peut y avoir des financements plus ponctuels de la région ou
ou même pour le recrutement de doctorants, de postdoctorants, des écoles doctorales, mais pour construire le radar, c'est l'Agence spatiale française. Il y a d'autres questions? Oui? Ça dépend. Il y a plein de scénarios possibles pour les fins de mission. Par exemple, la sonde Cassini, il fallait absolument pas qu'elle se crache sur Titan ou sur Encelade, qui sont donc Encelade, c'est un autre satellite de Saturne très très intéressant. C'est un monde océan aussi. Il y a des geysers. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des images d'Encelade. Il y a des geysers qui émanent comme ça du pôle sud. Et donc il fallait à tout prix éviter que la sonde, elle se crache, parce qu'au bout d'un moment, on perd le contrôle. Elle se crache sur ces objets parce qu'il ne fallait pas les contaminer, parce qu'on va y retourner un jour. Encelade, peut-être dans les années 50, là, ça se prépare, et qu'on ne voudrait pas l'ensemencer, quoi. Donc, l'idée, ça a été de projeter la sonde dans l'atmosphère de Saturne. Donc, vraiment, c'est un plongeon suicide sans retour, mais qui a permis de faire des mesures totalement inédites à différents niveaux dans l'atmosphère de Saturne. Donc, c'est comme ça que cette mission était finie. Pour tout ce qui est mission martienne, en général, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Si c'est des panneaux solaires, les panneaux solaires, ils sont couverts de poussière et il n'y a plus assez d'énergie pour opérer et ils s'éteignent. Ou alors, ce sont les piles nucléaires. Les Américains utilisent des générateurs thermoélectriques à radioisotopes, donc eux, ils peuvent durer beaucoup plus longtemps en général. Mais bon, au bout d'un moment, la puissance, voilà, l'énergie s'épuise et ils restent figés là où ils étaient. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mission pour Vénus, je ne sais pas trop bien. Le Vénus, la mission Vénus Express, c'est pareil, ils l'ont abîmée dans l'atmosphère au fur et à mesure, et l'atmosphère étant extrêmement dense, elle s'est complètement pulvérisée, décortiquée au fur et à mesure. Ça dépend des principes de protection planétaire. Si on est à un endroit où potentiellement il y a de la vie, où il y a eu la vie, on va le protéger, donc on va faire en sorte de s'en éloigner et de ne pas le contaminer. Si c'est un endroit comme Vénus ou comme Saturne où on n'a pas vraiment de doute, ou en tout cas on pense que c'est totalement inhabitable, on va les projeter dedans. Voilà. Mais à chaque fois, c'est quelque chose qui se discute, et à chaque fois, l'idée, c'est quand même d'arriver à faire de la science jusqu'à la dernière minute, quoi. Oui? Vous parliez des piles nucléaires. Pour faire voler un drone de 800 kg. Ouais. Comment est-ce qu'on fait Ouais, mais alors, exactement. Donc ça, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, parce que j'avais espéré qu'il y ait un radar à un moment, mais il n'y en a pas. Donc c'est un drone qu'on va envoyer sur Titan. Titan, c'est ce que j'ai dit, c'est le seul satellite qui a une atmosphère dense, 1,5 bar à la surface. Donc, cette atmosphère, elle est... donc ça, c'est la pression 1,5 bar. Donc ça, comme il fait très très froid, la densité sur Titan, la densité de l'atmosphère, c'est 4 à 5 fois la densité de l'atmosphère terrestre. Donc ça donne une portance, en fait. À cela s'ajoute le fait que Titan, beaucoup plus petit que la Terre, sa gravité est 7 fois plus faible. Donc on peut faire, en fait, assez facilement voler des drones de 800 kg. C'est parfait, en fait. C'est l'environnement parfait pour la navigation aérienne. En revanche, on est loin de la Terre et, en l'occurrence, pour la mission qui s'appelle la mission Dragonfly, Dragonfly, ça veut dire libellule en anglais, il n'y aura pas de relais, il n'y aura pas d'orbiteur. Donc, il faut pouvoir opérer, voler de temps en temps, on ne va pas voler tout le temps, hein, c'est très dangereux, et bien sûr, transmettre les données, communiquer avec la Terre. Donc, obligé, les panneaux solaires, il faudrait des panneaux solaires de 200 mètres carrés, et encore, même à la surface de Titan, comme on perd énormément du flux solaire à travers l'atmosphère, ce serait impossible d'avoir des panneaux solaires. Donc il faut des piles nucléaires qui vont servir pas seulement à voler, qui vont servir à communiquer, à faire marcher les instruments, à plein de choses. Le drone, lui, volera une fois par mois environ, une heure max. Et ce qui est très compliqué, c'est qu'évidemment, on ne peut pas le piloter à distance depuis la Terre. C'est trop loin. Le temps d'aller-retour d'un signal, c'est 3 heures, quoi. 1h30, 1h45 au minimum. Donc ça veut dire que les moments où il sera en vol, et surtout les moments où il choisira de réatterrir, il va le faire en pilotage, enfin en navigation totalement autonome, avec des techniques qui sont déjà utilisées sur Terre, mais bon, qui n'ont jamais été... en fait, qui ont été utilisées récemment sur Mars avec le petit drone Ingenuity dont vous avez peut-être entendu parler, mais c'est un drone qui fait 2 kilos.
Bon. Donc là, il devra, par un système, il a plein de caméras, donc système de reconnaissance d'image, il aura peut-être aussi un petit lidar ou un petit radar altimètre, décider tout seul, enfin on lui dira vers où on veut aller, mais il devra décider tout seul de s'il peut se poser, si c'est suffisamment sûr, s'il n'y a pas de cailloux, rien, où il peut se poser. Donc ça va être une mission à haut risque, mais très ambitieuse, mais qui va être passionnante si tout se passe bien, évidemment. Vous avez d'autres questions? Oui? Non? Ah, pardon, ouais. Est-ce qu'il y a déjà des tentatives d'exploitation des ressources qui sont trouvées sur une autre planète? Alors, sur une autre planète, non. À chaque fois que moi je donne des conférences sur Titan, il y a toujours quelqu'un qui me dit « Mais alors, on va exploiter les hydrocarbures sur Titan et tout ça. » Bon, heureusement pour Titan, c'est trop loin, ce serait absolument pas rentable. Il y a des ambitions. S'il y a des ambitions, c'est pour la Lune ou les astéroïdes. Les astéroïdes parce qu'il y a des minerais. La Lune, il y a aussi des minerais, mais c'est plus la Lune dans l'idée, pas d'exploiter des ressources pour les ramener sur Terre, mais plutôt pour construire des habitats, construire des bases, des observatoires, des futures bases pour astronautes, des choses comme ça. On les laisserait là. Parce que de toute façon, pour l'instant, c'est absolument pas rentable d'exploiter des ressources extraterrestres, parce qu'il faut aller les chercher, les trier, les sélectionner, les ramener sur Terre. Tout ça, ça demande énormément de carburant. Donc, à la limite, les exploiter sur place. Moi, j'avoue que j'aime bien voir ces terrains-là comme, un peu comme l'Antarctique. Il y a eu un traité pour l'Antarctique, le traité dans les années 50-60, comme des zones avant tout de science et de paix. Donc, je suis un petit peu gênée pour participer à de futures exploitations des ressources, sauf peut-être dans le cas de la Lune, si ça permet de mieux observer depuis un terrain où il n'y a pas d'atmosphère, pas de pollution lumineuse, le système solaire ou l'univers en général. Si c'est pour du tourisme à terme et construire des hôtels, j'avoue que je préfère ne pas participer à ça, même si quand on est motivé par la science, on sert aussi des fois des intérêts qui sont pas les nôtres. Donc c'est une question qui se posait pas vraiment il y a quelque temps, mais depuis notamment, il y a eu Trump, comment ça s'appelle, le Space Act aussi de Barack Obama. Ça a été ouvert en fait. Il y a un traité qui protège notamment la Lune de toute exploitation nationale. Mais le Space Act a permis une exploitation par des compagnies privées. Donc pas pour le compte de telle ou telle nation, mais pour le compte d'une compagnie privée, ce qui crée une brèche en fait dans la possibilité de faire ça. Ce qui, pour l'instant, ça se fait pas parce que c'est pas rentable, mais avec des Elon Musk, on sait pas ce qui peut se passer. Voilà. Est-ce qu'on est capable de récupérer le matériel qui est envoyé dans l'espace? Pour l'instant, très bonne question. C'est la question du retour d'échantillons. C'est vraiment le Graal. Pour l'instant, on a des échantillons de la Lune. Les missions Apollo ont ramené 300 kilos de cailloux lunaires et qui ont été super importants pour notamment dater et puis aussi utiliser les cratères pour dater les autres surfaces, en tout cas du système intérieur solaire. On a, vous en avez peut-être entendu parler, des échantillons d'astéroïdes. Et ça, à la limite, c'est assez facile les astéroïdes parce qu'on peut y aller, boum, et hop, on repart direct. La gravité est faible et quelques années plus tard, on récupère des échantillons. Le prochain objectif, qui est au travail depuis un certain temps maintenant, c'est de récupérer des échantillons martiens. Donc il y a tout un programme qui s'appelle le Mars Return Sample, retour d'échantillons martiens, qui est mis en place, et c'est vraiment un effort joint NASA-ESA pour ramener d'ici, plus ça va et plus ça se décale, mais d'ici 2035, des échantillons de la surface de Mars qui nous apprendraient plein de choses. Là, c'est clair. Ce serait magnifique. Mais c'est un défi technologique énorme de les récupérer, de les extraire de la gravité martienne, même si Mars est plus petit que la Terre, c'est un gros objet. Et à plus long terme, on espère pouvoir récupérer des échantillons, notamment d'Encelade ou d'Europe. Mais là, on a une difficulté supplémentaire ce serait des échantillons glacés. Comment on fait pour préserver cette glace intacte après l'entrée atmosphérique terrestre, tout fond? Et à ce moment-là, on perd en fait beaucoup d'informations scientifiques. Donc il y a pas mal de gens qui travaillent déjà sur le retour d'échantillons cryogéniques, très froids, donc gardés. Mais c'est un défi technologique de taille et je ne sais pas si on y arrivera peut-être, mais c'est pas demain. Voilà.
J'avais une question sur le fait qu'il y avait des lacs de... Enfin, on arrivait à déterminer qu'il y avait 75% de méthane dans un des lacs de Titan, et ça serait quoi les molécules qui... C'est de l'éthane et de l'azote dissous. Donc ce serait ça. Après, c'est pas interdit qu'il y ait un peu de propane, d'autres hydrocarbures, hein, mais en majorité, ce serait 70 à 75% de méthane, 10-15% d'éthane et puis de l'azote dissous. Donc, c'est une question de densité, comment on estime non, c'est une question. On regarde comment les ondes ont été atténuées entre les côtes surface et les côtes sol. Et cette atténuation, elle est liée aux propriétés électriques du milieu qu'on peut en déduire. Et là, après, on se dit, bon, ben, c'est un mélange de plusieurs choses. En mélangeant plusieurs éléments, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette atténuation? Et on a forcément beaucoup de méthane parce que le méthane, c'est vraiment l'hydrocarbure le plus transparent, donc le moins absorbant de tous les autres hydrocarbures. Mais je ne l'ai pas dit, mais on a fait d'autres mesures comme ça, où on a aussi détecté des fonds océaniques ou des fonds de mer sur Titan, dans d'autres mers, et on ne voit pas toujours le même pourcentage de méthane ou d'éthane. Il semblerait que plus on va vers le pôle Nord, et plus il y a de méthane. Et donc, moins il y a d'éthane. Et l'éthane, ce serait un peu l'équivalent de notre sel, comme s'il y avait un degré de salinité décroissant quand on va vers le pôle Nord, où on s'attend d'ailleurs à avoir les pluies d'eau fraîche, enfin d'eau pure, d'eau douce en fait. Enfin, c'est pas d'eau douce. Notre eau douce, ce serait du méthane pur, les plus abondantes. Donc ça, c'est super intéressant aussi de voir ce gradient comme ça de densité et donc de concentration en éthane, qui nous renseigne aussi sur la circulation possible entre les lacs, parce que peut-être on les voit pas forcément communiquer, mais peut-être qu'ils communiquent, peut-être qu'il y a un alcanofère, tout un réseau de circulation de liquide souterrain. Et ça, un radar sondeur, il n'y en a jamais eu sur Titan, pourrait peut-être nous le dire. Peut-être qu'il y a tout un réseau de circulation liquide dans le sous-sol qu'on ne connaît pas. Donc c'est... Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'ai une question. Vas-y. Concernant, il me semble que c'était pour la mission Magellan, mais je pense que c'est aussi le cas pour Cathy, etc. Il y a tout un tas de données qui n'ont pas été forcément exploitées à leur bâtiment, donc on pourra revoir aujourd'hui avec les connaissances actuelles. Ça, c'est quelque chose qui est accru avec les problématiques qu'on a de limitation, de consommation d'énergie, etc. J'aimerais répondre oui. Je pense pas assez. Alors, je vais répondre pas assez. Moi, c'est quelque chose pour lequel je milite énormément. Et là, j'ai eu une bourse de thèse justement pour revisiter les données Magellan. C'est pas seulement qu'elles n'ont pas toutes été regardées, c'est qu'aujourd'hui, on a des techniques de traitement du signal en particulier qui n'existaient pas il y a 30 ans. Donc, ça vaut vraiment le coup d'y tester. Aujourd'hui aussi, on a des idées, des choses, une vision très différente. Donc, il y a plein de choses à regarder. Et je pense que c'est important, effectivement, dans un cadre où on va être de plus en plus contraint énergiquement, de peut-être faire moins de missions, les faire mieux, et de retourner sur ces données d'archives parce qu'il y a encore plein de sciences à faire. Donc moi, je ne suis pas pour arrêter toute mission spatiale. J'ai beaucoup de jeunes collègues qui partent parce qu'ils sont très engagés contre le réchauffement climatique et qui se posent vraiment des questions et qui ne veulent pas participer à ça. Et je le comprends, je l'entends tout à fait. Moi, je n'irai pas jusqu'à dire « et on arrête tout ». En revanche, je pense qu'effectivement, il faut peut-être avoir des critères un peu plus sévères d'arbitrage entre missions. Il y a peut-être la énième mission ou des missions qui se ressemblent, faites par des agences spatiales différentes. Peut-être que ce n'est pas nécessaire. Donc, bon, alors après, il y a des considérations géopolitiques qu'on maîtrise pas vraiment. Ça, c'est très important en spatial. Mais je suis convaincue qu'on peut continuer à faire des missions, mais en faire moins et en faire mieux. Un des problèmes aussi, notamment je le vois pour les missions martiennes où il y en a eu beaucoup, c'est que les gens, dès qu'il y a une autre mission, hop, ils vont se mettre sur l'autre mission et ils vont délaisser la mission sur laquelle ils étaient jusque-là. Aussi parce que nos financements ne courent que 2 ans après la fin de la mission. C'est vraiment quelque chose d'assez bête. Là, moi, la mission Cassini, elle a duré 13 ans. Je travaille encore dessus, mais je n'ai plus de financement depuis 2019 pour travailler dessus.
Et alors que j'ai travaillé sur la mission Rosetta, j'ai eu 8 minutes de données. 8 minutes. Et j'ai aussi été financée 2 ans après. Donc, qu'on ait 13 ans de données ou 8 minutes, on est financé que 2 ans après la fin de la mission. Et c'est bête. C'est bête. Et du coup, ça incite en plus les chercheurs à aller chercher d'autres missions pour trouver d'autres financements et à délaisser des données qui sont encore riches. Certaines n'ont pas été regardées et certaines mériteraient d'être regardées avec des yeux nouveaux, avec des méthodes nouvelles. Donc voilà, donc moi je suis convaincue, notamment dans le cas de Vénus, c'est clair qu'il n'y a rien eu depuis 30 ans, donc il faut, ne serait-ce que pour préparer les futures missions, aller regarder les données d'archives. Mais dans le cas du système solaire externe, c'est aussi quelque chose d'important parce qu'il y a une mission, de toute façon, c'est très loin, il faut 10 ans pour y aller. Il y a une mission au mieux tous les 25-30 ans. Donc entre-temps, il faut continuer à regarder, à creuser ce qui n'a pas potentiellement été découvert dans les données précédentes, surtout quand on a eu une mission comme ça qui a duré 13 ans, comme la mission Cassini-Huygens. Il y a plein de choses à faire encore, quoi. Mais il faut... Voilà, moi j'utilise des financements de futures missions pour financer mes anciens travaux. Non, mince, c'est filmé. Trop tard. Vous avez d'autres questions ? Ah, il y a une question. Est-ce que ce ne serait pas possible de faire des tests en laboratoire sur des basaltes chauffés à 500 degrés ? Si. Alors, bien sûr, on les attend. Il y a eu des tests sur des basaltes chauffés à 300 degrés qui laissent penser qu'un radar sondeur sur Vénus pourrait voir jusqu'à quelques centaines de mètres, ce qui est bien. Mais 300 degrés et 470, c'est un peu différent. Et est-ce que c'est des basaltes qui sont vraiment analogues à ceux qu'on a sur Vénus ? On ne sait pas bien, parce qu'en fait, on sait très peu de choses de la composition du sol de Vénus. Donc, je l'ai dit, il y a eu 8 atterrisseurs qui ont atterri à la surface de Vénus. 4 seulement pouvaient mesurer la composition. Ils sont tous tombés sur des plaines. De toute façon, c'est 75% de plaines. Donc, et ils ont tous mesuré plus ou moins la même composition. Mais voilà, ils étaient limités aussi dans leur temps de mesure. Il n'y a que 4 endroits. Donc, est-ce que c'est la même composition partout? On n'en sait rien. Mais je suis d'accord que la première étape, ce serait de faire ces mesures des propriétés électriques, notamment d'absorption, non pas à 300 degrés, mais à 470 degrés. Mais c'est très compliqué. Enfin, si ça n'a pas encore été fait, c'est que ce n'est pas si simple de faire ça en laboratoire. Donc, S'il n'y a pas de questions supplémentaires, on remercie encore Alice. Bien.